Bonsoir, J-4 avant le deuxième tour des législatives. Pas de tweet à la une aujourd'hui, mais une question. Où sont donc passés les centristes? La présidentielle n'avait déjà pas été une fête. Pour eux, aux législatives, c'est carrément la cata. Regardez les chiffres. Dans la région, le MoDem a réuni moins de 1,6% des votants. Le nouveau centre est en dessous d'1%. Guère mieux pour les radicaux valoisiens. Tout ce petit monde centriste réunissant au total moins de 4% des suffrages. Seuls les candidats qui se sont mis d'accord avec l'UMP ont pu surnager. Les autres ont coulé. Comment donc reconstruire? Pour certains, c'est simple, en se repositionnant au centre droit. Et c'est pour ça que Michel Mercier, ancien trésorier du MoDem, ex-garde des Sceaux redevenu sénateur centriste, a tenu conférence de presse commune avec l'UMP aujourd'hui. Sophie Valzecchi et Franck Serroni y étaient. À gauche, le patron de l'UMP du Rhône, à droite, l'ancien trésorier de l'UDF. Michel Forissier et Michel Mercier marchent au diapason. Il s'agit là de montrer que la droite et le centre sont unis entre les deux tours des législatives. Les deux hommes iront même jusqu'à partager le même soda. Le centre, c'est la droite. Un point, c'est tout. Ce qui a tué le centre, c'est les propos de François Bayrou quand il a dit « je vais voter François Hollande ». Donc à ce moment-là, ces électeurs qui étaient des centristes, on va dire du centre droit, n'ont pas suivi les candidats qui ont fait des 2%, enfin des scores catastrophiques. Dans notre région, seuls les candidats centristes soutenus par l'UMP se sont qualifiés pour le deuxième tour des législatives. Franck Régnier dans la Drôme, Damien Abad dans l'Ain, Gilles Artigue et François Rochebloine dans la Loire peuvent être élus dimanche prochain. L'ancien garde des Sceaux du gouvernement Fillon et par ailleurs président centriste du département du Rhône reconnaît que le centre vient d'encaisser un rude coup, mais il peut se reconstruire. Les centristes, c'est aussi un parti localement enraciné, avec des élus locaux, des maires, des conseillers généraux, qui sont assez nombreux à être centristes, mais qui ne se sentent pas de vocation nationale. Il faut repartir de la base, il faut retrouver une des vraies valeurs du centre, qui était la décentralisation, qu'on a peut-être trop oublié au profit de l'élection présidentielle. Il faut qu'on revienne à nos fondamentaux. Le centre droit indépendant n'aura peut-être pas trop d'une législature pour se refaire une santé. Michel Mercier, le président du Conseil général du Rhône, qui a apporté son soutien à Georges Fenech dans la 11e circonscription, celle de Givors. Il avait pourtant fait campagne pour son concurrent centriste Raymond Durand au premier tour. Mais Georges Fenech sera opposé dimanche à une candidate du Front National. Le Front de gauche, lui, a souffert un peu moins, mais guère. 6,3% des voix au total dans la région. Jean-Luc Mélenchon avait eu quasiment 2 fois plus d'électeurs à la présidentielle. Le Front de gauche a surtout perdu, dès le premier tour, tout espoir d'avoir un député rhône-alpin. Il se retrouve dans une situation délicate pour notre politologue Daniel Navreau. Du côté du Front de gauche, il y a à la fois une déception très court terme et des inquiétudes moyen terme. La déception court terme, la dernière circonscription communiste en Rhône-Alpes, la 14e du Rhône, va basculer au Parti socialiste. Il y avait 2 autres circonscriptions, la 2e de l'Isère et la 4e de la Loire. L'une restera socialiste, l'autre restera UMP ou deviendra EELV, Europe Écologie. Donc échec du Front de gauche qui d'ailleurs n'a aucun candidat au second tour en Rhône-Alpes. Inquiétude sur le moyen terme pour les municipales, puisque dans toutes les villes communistes importantes, les candidats du Parti socialiste arrivent en tête, devançant le candidat Front de gauche PCF. Il y a donc là une réflexion en cours sur la stratégie Front de gauche qui apparemment n'a pas été favorable au Parti communiste en Rhône-Alpes. Le travail des députés, vous le savez, c'est le vote des lois. Et les lois ont parfois une histoire singulière. Par exemple, celle-ci. Quand le Sénat l'aura voté, on pourra, dans certaines conditions, faire don de ses RTT à un de ses collègues si on doit soigner son enfant malade. À l'origine de cette loi, il y a un père de famille, son petit garçon mourant et la solidarité de l'usine Badois à Saint-Galmier dans la Loire, où Claire Exbraya est retournée. Ce jour-là, c'est l'aboutissement d'un combat pour une loi, celle du don de RTT à un parent d'enfant gravement malade. Ce type de don, Christophe Germain en a bénéficié en 2009. À l'époque, la maladie de son fils Mathis s'aggrave. Ses collègues lui offrent 170 jours de repos pour lui permettre d'accompagner Mathis jusqu'à la fin. Je me suis servi de cette solidarité pour dire, moi j'ai eu ces jours-là, donc pourquoi pas en faire profiter à d'autres parents. Donc on a travaillé sur un projet de loi que l'on a présenté à l'époque à notre député. Sans l'aide de son député, il n'aurait rien pu faire, car seul un élu peut déposer un projet de loi.
Si la loi n'a pas encore été adoptée, elle suscite déjà un espoir, comme dans cette maison indépendante où des dizaines de parents d'enfants hospitalisés sont hébergés tous les jours. C'est une bonne chose dans le sens où ça permet au papa ou à la maman qui aurait ces jours de RTT de bénéficier de son salaire. Puisqu'une chose importante aussi, c'est qu'il ne faut pas que l'aspect financier devienne un problème supplémentaire à la maladie. Une bouffée d'air pour les parents, mais une loi qui soulève des problèmes pour les spécialistes. Est-ce que c'est vraiment du domaine de la loi, sachant que l'exemple de Saint-Galmier l'a montré, il est possible pour les salariés de faire don de leur RTT ou de leur jour de compte épargne-temps à un parent d'enfant malade sans qu'une loi soit nécessaire. Et la gauche, désormais au pouvoir, estime que ceci n'est pas du ressort des salariés. En attente au Sénat, la loi pourrait ne pas voir le jour, un risque que Christophe Germain ne veut surtout pas envisager. Cette loi, c'était sa façon à lui d'honorer la mémoire de son fils. Dimanche dernier, comme personne n'a été élu au premier tour dans la région, tout le monde s'est donc retrouvé en ballottage. Si les députés étaient par exemple des footballeurs, on dirait finalistes. Mais en politique, c'est ballottage, le mot du jour expliqué par Sylvie Bosquero. Le ballottage, c'est l'un des points de convergence entre la démocratie et la navigation. Un petit mouvement de balancier de faible amplitude, insuffisant pour faire immédiatement chavirer le ballotté, mais assez prononcé quand même pour provoquer un sérieux mal de mer. Ce sont les résultats du premier tour de l'élection qui créent le ballottage. Aucun des candidats n'y a obtenu suffisamment de voix pour être élu d'emblée. Il reprend donc la mer pour une seconde régate électorale en compagnie d'un autre candidat, voire d'un troisième, une sorte de pirate sorti des urnes, avec ou sans bandeau sur l'œil et jambes de bois. S'il a fait le meilleur score au premier tour, le ballottage est dit favorable. Autrement dit, il y a du roulis, il y a du tangage, mais la Marie-Joseph est un bon bateau et le candidat a toutes les chances de doubler en tête le cap du deuxième tour. À l'inverse, le ballottage défavorable est de sombres pronostics. La défaite se profile à l'horizon, la carrière immédiate du candidat prend l'eau et malgré la tasse qui s'annonce, faut se préparer à une petite traversée du désert. C'est ballot. C'est sûr. Et celui qui trouve les images pour illustrer tous ces mots politiques, c'est notre vidéothécaire Philippe Espitalier. Il fallait le dire. Les législatives, c'est tout pour ce soir, mais vous pouvez voir et revoir toutes les vidéos dans le dossier spécial élection du site de France 3 Rhône-Alpes. À suivre dans ce 19-20, la météo. Il fera beau jusqu'au vote. Il y aura ensuite vos éditions du Grand Lyon et de la Loire. Bonne soirée. À demain.